Ravi de vous retrouver dans ce rendez-vous d'information sur Medi 1 TV Afrique. Le point de l'actu et les best-of constituent les principales parties de cette émission qui propose les initiatives visant la transformation de l'Afrique, ce continent qui bouge. On démarre tout de suite. À Salé, au Maroc, coup de projecteur sur le Forum national des soins de santé primaire, un événement de 2 jours organisé par le ministère de tutelle sous le haut patronage du roi Mohamed VI. L'objectif est d'enrichir le débat pour progresser vers la couverture sanitaire universelle et atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Plus de détails avec Noa Bazir. La refonte du système de santé est au cœur des discussions du Forum national des soins de santé primaire. Plus de 450 représentants d'institutions gouvernementales et organisations professionnelles de santé sont réunis à Salé pour discuter les enjeux et les résolutions à prendre pour accéder à une couverture sanitaire universelle. Si des progrès ont été réalisés pour mettre en place une réforme des soins de santé primaire, le Maroc doit encore fournir plus d'efforts pour assurer des soins à tous les citoyens sur le même pied d'égalité et dans le cadre de la justice territoriale. Les soins de santé primaire sont la base du secteur. Une couverture sanitaire universelle efficace et tributaire d'un soin primaire performant, basé sur la sensibilisation et la mise en garde contre les maladies. Aujourd'hui, le Maroc dispose de près de 3000 unités de soins de santé primaire. Le Forum national des soins de santé se doit de proposer une feuille de route pour le développement du secteur de santé afin d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Direction le Mali, où le mariage précoce est toujours pratiqué. L'État et ses partenaires mènent des actions de sensibilisation en vue d'amener la population à un changement de comportement. Dans le cadre de son programme « Le mariage n'est pas un jeu d'enfant », l'ONG Save Children a rencontré les leaders religieux musulmans et chrétiens en vue de les sensibiliser et solliciter leur appui dans la lutte contre ce phénomène. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko. Au Mali, plus de 50% des filles sont mariées avant d'atteindre leurs 18 ans. Une pratique qui n'est pas sans conséquences sur leur scolarité, leur développement et leur santé. Les partenaires de l'État multiplient les approches afin de réduire ce taux en amenant les communautés à changer de comportement. Nos leaders religieux ont une place primordiale dans le changement de comportement parce que c'est eux qui orientent les fidèles, que ce soit chrétiens ou musulmans. Donc pour le changement de comportement, on est obligé de partir avec eux parce qu'ils ont derrière eux l'ensemble de la communauté qui peut nous aider à faire changer, qui peut aider à comprendre la problématique du mariage des enfants et ses conséquences. Ces approches visent à s'inscrire dans un processus communicationnel et d'interaction pour mettre en exergue les points de vue et positions des acteurs, notamment religieux, afin d'avancer vers des stratégies et solutions efficientes. Oui, la mission internationale, nous avons plus de 100 églises implantées, nous avons des partenaires, nous sommes suivis sur beaucoup de câbles. Nous avons une grande assemblée qui s'est réunie, dont lors de nos prédications, nous allons nous appuyer beaucoup sur l'invitation au peuple à abandonner les traditions de mariage précoce. Le monde entier a célébré mercredi dernier la journée des migrants. Nous nous intéressons à l'exemple du Niger qui accueille chaque année des milliers de migrants qui bénéficient des services de diverses organisations non gouvernementales. Plus de détails avec Jean-Dibril William. Ils sont une centaine, pour la plupart étrangers, à commémorer à leur manière la journée internationale des migrants ce 18 décembre. Ici, la plupart peinent encore à s'intégrer, malgré parfois plusieurs années passées au Niger. C'est le cas de Ouedraogo Saïdou, 43 ans, dont 14 passés à Niamey. À peu près 3 ans comme ça, je suis en chômage. Donc la vie ici, c'est pas facile. Vivre avec la langue que nous ne comprenons pas, bon. Tu ne peux pas t'approcher à quelqu'un pour lui faire connaître tes besoins ou bien lui demander d'aide, ce n'est pas facile. Mais comme l'occasion s'est présentée aujourd'hui, et vraiment je suis très content qu'il y ait eu des gens qui pensent à nous autres. Des migrants qui peuvent toutefois compter sur l'appui et l'assistance de plusieurs ONG réunies autour de l'Observatoire Migrants en détresse. Conseils, plaidoyer et formation professionnelle avec une attention particulière à écouter leurs histoires. Individuellement, nous les écoutons et effectivement,
Après les avoir écoutés, ils sont un peu plus détendus parce que depuis leur voyage, ils cherchent quelqu'un qui va écouter ce qu'ils ont subi. Avec une capacité de production de plus de 60 000 tonnes de mangue, le Mali est classé parmi les plus grands producteurs de la sous-région ouest africaine. L'entrepreneur malien Moussa Sylvain Diakité s'est donné pour mission depuis plus de 20 ans de valoriser la filière mangue. Les bons résultats enregistrés lui valent aujourd'hui la signature des partenariats d'accords avec des partenaires des Pays-Bas, un pays qui lui achète la quasi-totalité de ses récoltes. Retrouvons Mohamed Danyoko. Autodidacte et entrepreneur dans l'âme, Moussa Sylvain Diakité s'est forgé une belle réputation dans le milieu des hommes d'affaires maliens. Avec son entreprise créée en 1997, il travaille avec un réseau de 1000 producteurs répartis entre 46 villages qui produisent chaque année 2000 tonnes de mangue. Ces mangues sont exportées vers l'Europe et plus particulièrement les Pays-Bas où ces produits ont la cote. SCS, qui est une entreprise malienne qui est très connue chez nous aux Pays-Bas parce qu'il y a une exportation énorme des mangues maliens qui sont très appréciés dans le marché néerlandais. Alors ça a une bonne réussite. Avec ce nouveau partenariat signé avec le consortium du programme Touscal d'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA pour une durée de 4 ans, les partenaires espèrent, en plus de la mangue, fournir le marché local en légumes. On espère que ça va réduire de manière substantielle la quantité de légumes importés et non seulement la quantité mais qu'on aura sur le marché assez de légumes à moindre prix pour que ça soit accessible à tous les ménages, surtout les ménages à bas revenus et aussi de légumes de bonne qualité. Toujours au Mali, pour un accès sécurisé des femmes et des jeunes à la terre, un forum africain s'est tenu à Sélingué, à une quarantaine de kilomètres de Bamako. Des chefs coutumiers de 13 pays ont pris part à cette rencontre très importante. Mohamed Danyoko. Venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, du Niger, de la Guinée-Conakry et de 7 autres pays, il s'agissait pour les membres du Forum africain de réfléchir avec les chefs coutumiers de comment faire accéder les femmes et les jeunes à la terre dans des contextes où les traditions coutumières ne les y autorisent pas toujours. Le constat est que jusqu'à 80% le foncier est géré de façon coutumière. Donc c'est ce qui nous a poussé à inviter les chefs coutumiers, les femmes, les jeunes. Comment maintenant nous pouvons travailler pour harmoniser, pour faire un focus à l'accès sécurisé des femmes et des jeunes à la terre. Cette rencontre est aussi l'occasion de partager les avancées et les difficultés des pays en vue de trouver des réponses communes à une problématique commune. La gestion de la terre en Côte d'Ivoire a pris une forme favorable à tous. Les jeunes et les femmes ont accès à la terre sans distinction. Les femmes, chacun ou chacune a un lopin de terre dans sa famille. Un moment très attendu par le monde du commerce, la foire internationale de Dakar, la FIDAK. Chaque année, plusieurs pays prennent part à ce rendez-vous. C'est aussi le moment rêvé pour de nombreux jeunes de se faire de l'argent. Oui, la FIDAK est aussi une opportunité en termes d'emploi. C'est un reportage de Régis Moukila et Oumba Yondir. Trouver un emploi pour subvenir à ses besoins en cette période de fête, c'est l'activité sans cesse répétée par les jeunes Sénégalais lors de la 28e édition de la Foire internationale de Dakar 2019. Nafissatou, vendeuse, est dans ce cas. Elle est ici depuis l'ouverture de la foire. Ici, je suis prête à prendre tout ce qui me tombe sous la main. Moi, je suis vendeuse et je me déplace quelquefois pour vendre, comme les commerciaux. Certes, c'est difficile, mais il faut être courageuse pour le faire, vraiment. Offrir du travail aux jeunes, c'est aussi le champ de bataille des exposants présents à cette foire. Des collaborations naissent et sont maintenues. C'est le cas de Fatou et Nazra. Cela fait 4 ans qu'elles travaillent ensemble. J'ai confiance à elle parce que je l'ai testée plusieurs fois. Je l'ai trouvé que c'est une vendeuse. Et plus elle est confiante, elle n'a pas de problème. Quand je pars de boulot, si je viens ici, elle me met à sa côté pour m'aider. Tu comprends, elle est gentille. Depuis des années, on est ensemble. La problématique de l'emploi des jeunes est un défi universel qui se pose à tous les gouvernants. À chacune des éditions de la FIDAK, ce sont près de 200 jeunes demandeurs d'emploi, dont près de la moitié y trouvent du travail, le temps de la foire.
On part à Casablanca pour l'étape finale de la deuxième édition des trophées Anamac, une initiative du groupe Attijari Wafa Bank pour valoriser les projets innovants. Le récit de Myriam Hamlichi. Anamac, une initiative citoyenne d'envergure organisée par Attijari Wafa Bank. Elle accompagne les très petites entreprises et les porteurs de projets. Objectif, encourager les entrepreneurs qui prennent des initiatives et primer les entreprises innovantes. Nous sommes en train de boucler la dernière phase du trophée Anamac, qui est un concours national qui a été lancé par le groupe Attijari Wafa Bank depuis deux ans maintenant, dont l'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat et de mettre en lumière justement tous ces jeunes et moins jeunes qui entreprennent. Après une première sélection, la caravane des trophées Anamac est allée à la rencontre des candidats. 405 entrepreneurs et porteurs de projets ont dû faire face à un jury régional. Résultat, 50 projets se sont qualifiés pour participer à la finale. À Abidjan, après 36 mois de travaux, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise a été inauguré lundi dernier par le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a annoncé à cette occasion la construction de 4 échangeurs dès 2020. Les détails avec Max Soubi et Ferdinand Kouakou. L'histoire de la naissance des grandes infrastructures en Côte d'Ivoire est en marche. Le nouveau-né est l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. L'échangeur est désormais opérationnel et ouvert au grand public. L'infrastructure est à la jonction des boulevards Valéry Giscard d'Estaing et de Gaulle. Cette infrastructure est le fruit de l'excellence des relations de coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et le Japon. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise devra apporter un souffle nouveau à la mobilité routière dans cette partie du district d'Abidjan. Ce beau et majestueux ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui contribuera à la fluidité du trafic sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, avec le désengorgement de ce carrefour qui est l'intersection des boulevards VGE et de Gaulle. Cet endroit était en effet, comme nous avons entendu tout à l'heure sur l'écran, l'un des points névralgiques et un vrai goulot d'étranglement de la circulation urbaine de la ville d'Abidjan. En culture, la première édition de la Biennale de Rabat s'est clôturée ce mercredi au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain après 3 mois. Cette exposition, ouverte comme un espace de liberté et d'interaction, a été dédiée entièrement aux artistes femmes. Suivons le reportage de Noa Bazir sur un récit d'Allah Benani. Clap de fin de la première édition de la Biennale de Rabat, un instant avant le monde. Avec ses 140 000 visiteurs en à peine 3 mois, cette édition qui a choisi de mettre en avant la créativité féminine a connu un vif succès. 140 000 personnes sont venues voir, fêter l'art et la culture dans ce beau musée et dans tous les lieux qui ont été faits. 140 000, c'est considérable. Plus de 1000 personnes par jour. Qui aurait imaginé que les Marocains pouvaient comme ça prendre le chemin des musées? Il y aura sans nul doute une deuxième et une troisième biennale. Mais pour moi, le plus important, c'est cette mise en valeur des femmes artistes. Ouverte le 24 septembre, cette première édition a été composée d'un volet international qui réunit 63 artistes et collectifs d'artistes venus de 27 pays différents. De 3 cartes blanches consacrées à l'art contemporain, au cinéma et à la littérature et d'un focus sur l'art urbain. Faisons un tour en Mauritanie pour parler de la première semaine du Maroc, une occasion pour découvrir la richesse du royaume. Cheikh Khan Ould Sidi et Alaa Benani nous plongent au cœur de cet événement qui vise à insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales. Suivons. Les roulements de tambour annoncent l'ouverture de la première édition de la Semaine du Maroc en Mauritanie. Une rencontre qui a connu la présence de l'ambassadeur du Maroc à Nouakchott, Hamid Chbar, et le ministre mauritanien du Commerce et du Tourisme, mais aussi une panoplie de hauts responsables des deux pays. La Semaine marocaine aura comme objectif de faire connaître la culture marocaine sous toutes ses formes. C'est une très belle occasion de renouer les liens fraternels et historiques entre les deux pays. C'est aussi une bonne plateforme distincte pour les partenariats et les échanges commerciaux, que ce soit au niveau africain ou au niveau du Maghreb.
Plusieurs commerçants et artisans marocains ont fait le déplacement ici afin d'exposer leur dextérité dans les métiers manuels et donner un aperçu de la qualité de l'artisanat marocain. Pendant 3 jours, la capitale malienne, Bamako, a réuni de nombreux stylistes africains pour faire connaître des créateurs qui tracent leur chemin sur le continent. Les précisions dans ce reportage de Mohamed Danyoko à Bamako. Vivant au Mali depuis 17 ans, Laetitia Dussoulier est la promotrice de la boutique Africa Design qui fait la promotion des tissus africains. Cette passionnée du stylisme qui a commencé par la représentation des pagnoudines, des tissus venus de la Côte d'Ivoire, travaille aujourd'hui des vêtements et accessoires qui mettent à contribution des artisans locaux. Des produits autour du pagne qui visent à sa valorisation. J'espère surtout que les Maliens vont consommer leurs produits. Je pense que c'est ça qu'il faut un peu promouvoir actuellement. Plutôt que d'acheter à l'extérieur, essayer de faire travailler les artisans ici et on peut faire de très belles choses. Venus du Sénégal, du Cameroun, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Mali, ce marché éphémère vise à donner plus de visibilité aux créateurs du continent et à leurs œuvres. Nous avons en fait des créateurs extraordinaires que nous ne valorisons pas. Nous préférons aller ailleurs, en Europe, aux États-Unis, ailleurs, dépenser des milliers de francs alors que nous avons des créateurs qui font un aussi bon travail que tous ces produits, tous ces articles que nous préférons acheter ailleurs. Parlons 7e art. Une vingtaine de jeunes étrangers et marocains issus des régions du sud du Royaume ont bénéficié d'une session de formation cinématographique jusqu'au 15 décembre dernier. Une initiative qui se situe dans le cadre du Dakhla Film Forum. Le récit de Myriam Hamlichi. Une session cinématographique au profit des jeunes. Ils sont étudiants ou professeurs, ils viennent du Maroc, mais aussi des autres pays du monde pour discuter de leurs expériences et échanger leurs connaissances. Ce qu'ils ont en commun, c'est leur amour pour le cinéma. Masterclass, atelier d'écriture, de montage et de réalisation, ce forum est l'occasion pour ces jeunes de partager leurs œuvres, de collaborer ensemble et de tisser des liens culturels et cinématographiques. Ce forum est une opportunité de se découvrir mutuellement et de partager non seulement la spécificité culturelle unique de chacun, mais également les similarités des sources universelles que nous partageons tous. Tout au long de la formation, ces étudiants ont effectué des sorties en groupe. Objectif, découvrir la ville de Dakhla. Ils se sont inspirés de la richesse de cette région et se sont adonnés à des exercices cinématographiques où ils ont collaboré afin de coproduire des courts-métrages. Et chaque soir, à la fin du tournage, c'est ici qu'ils se retrouvaient pour discuter de leurs aventures. Nous ouvrons la deuxième partie de notre émission avec cette information très importante. Au Sénégal, l'industrie du cinéma est en pleine renaissance. Les acteurs du secteur mettent tout en œuvre pour valoriser le 7e art au pays de la Teranga. Et c'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Jean-Paul Untour. En ce début d'après-midi, nous tombons net sur une formation en audiovisuel dans l'une des salles du centre socioculturel de Grand Dakar, un quartier situé dans le centre-sud de la capitale sénégalaise. C'est là où se trouve aussi le centre Yenenga du scénariste et cinéaste franco-sénégalais Alain Gomis. Il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient faire du cinéma ou qui déjà faisaient du cinéma mais qui me parlaient de leurs difficultés. Et je me disais qu'on pouvait essayer d'avoir une initiative qui encourage, accompagne, qui essaye d'aider un peu tous ces jeunes-là qui se sentaient un peu abandonnés en quelque sorte. Le coordonnateur du centre Yenenga, jeune réalisateur-producteur, a bénéficié de 2 mois de formation accélérée en France pour augmenter ses connaissances. Le centre Yenenga maintenant est venu pour changer la philosophie du cinéma sénégalais. Donc démocratiser le cinéma, faire en sorte que le cinéma soit à la portée de tout le monde et qu'un outil également puissant pour atteindre la cible et changer également, donc accompagner pas mal de jeunes mais aussi professionnaliser le maximum de professionnels du cinéma. Vu l'immensité des difficultés rencontrées dans la distribution des courts et longs métrages, le centre Yenenga noue des partenariats avec les jeunes cinéastes sénégalais dont le lauréat du Léopard d'Or,
du meilleur premier long métrage au 72e festival de Locarno en Suisse. Pour le film Bamoum Nafi, nous collaborons avec le Centre Yenenga pour faire la distribution du film au Sénégal parce qu'il y a un constat qui est réel, c'est que nos films ne sont pas souvent vus chez nous. Donc pour combler ce gap, on a décidé de collaborer avec le Centre Yenenga et la maison de production que mon ami et moi avons qui s'appelle Joe et Didi. On va montrer le film au Sénégal, commencer par un cinéma ici et le montrer dans les quartiers, le montrer dans toutes les régions. Pape Bounam Lopi, âgé de 35 ans, fait partie de cette nouvelle vague de cinéastes sénégalais qui commencent à faire leur trou. Sa référence, c'est Djibril Diop, Mambéty. Ses deux courts-métrages, Larmes et Demdem, lui ont valu 16 distinctions à l'international et une au Sénégal. J'aime son cinéma me parle, notamment son film Tuki-Buki. C'est un film que je n'arrête pas de regarder parce que la manière dont l'approche qu'il a de ces animaux, la manière dont il filme la violence, la manière dont il pose ses thématiques et il les traite, bon, ça me parle aussi. Restons au Sénégal où un ingénieur en génie civil a inventé à ses heures perdues une machine multifonctionnelle, surtout au niveau des tâches ménagères. Notre équipe est allée à sa rencontre. Regardez. Nous sommes à Ouakam, un quartier de Dakar, de bâtiments imposants en construction. Il s'agit d'immeubles à usage d'habitation. Le responsable de tous ces travaux n'est autre qu'Abdoulaye. Cet ingénieur en génie civil. Depuis 2010, j'exerce les travaux de génie civil. Je suis dans le bâtiment, on fait des constructions de bâtiments comme vous voyez ici. Avec ses équipes, il procède au quotidien à des visites de terrain. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, vérifier les mesures et dimensions de certaines constructions, donner des recommandations. L'homme étant perfectionniste, il tient à ce que tout soit fait comme il se doit et bien fait. Là, le matin, quand je viens au chantier, j'appelle les chefs de chantier, les ouvriers, je leur donne un programme à respecter pour la journée et ils exécutent ça. Maintenant, s'il y a des problèmes, ils peuvent m'appeler pour que je trouve des solutions. Après le chantier, un tour au bureau où l'ingénieur a rendez-vous avec son directeur et l'équipe d'études et conception. Cela fait juste 2 ans qu'Abdoulaye a été débauché pour rejoindre l'entreprise, mais son directeur ne tarit pas d'éloges à son égard. Un bon lébou. Il est toujours à l'heure, il fait comme ses grands-pères pêcheurs, il se lève tôt. C'est un bon ingénieur. À présent, direction l'autoroute à péage de l'avenir, l'on se rend à Bargny chez Abdoulaye, une localité située à quelques 28 km de la capitale, pour découvrir une autre facette de l'homme, l'ingénieur en génie civil. Une fois chez lui, revêt sa chemise d'inventeur, sa passion. Sa toute dernière trouvaille, c'est cette machine multifonctionnelle, baptisée Ndeyson. Il lui a fallu 5 mois de travail pour la conception, mais Abdoulaye ne travaillait là-dessus que les dimanches. En effet, ses engagements professionnels obligent. Quand j'étais enfant, je voulais gagner l'estime de mon papa. Souvent, je créais des pannes dans la maison et venir ensuite les réparer sans que personne ne le sache. Et ça m'a formé. Ndeyson, une machine qui fonctionne au solaire, se veut de faciliter certaines tâches ménagères aux femmes. Elle peut servir pour la lessive, la vaisselle, faire prendre sa douche à un enfant ou même prendre son café. Et c'est la fin de l'Afrique en mouvement. Merci de faire confiance à Medi 1 TV Afrique et bonne suite des programmes sur nos antennes. À très bientôt.